Michio Fuchida se tenait au bord du tarmac, le soleil du petit matin projetant une lueur chaleureuse sur la base aérienne, illuminant les lignes épurées de son avion. La douce brise transportait les sons lointains d'une nation éveillée. Mais pour Fuchida, le monde avait l'impression de s'être arrêté en signe de respect pour le moment qu'il attendait. Ce n'était pas juste un autre jour, c'était le point culminant de mois de planification méticuleuse, un jour qui allait graver son nom dans les annales de l'histoire. Alors qu'il ajustait ses lunettes de vol et sentait le poids familier de sa veste en cuir, un élan de fierté le parcourut. L'Empire du Japon atteindrait de nouveaux sommets et il jouerait un rôle central dans cette ascension. « Es-tu prêt, Mitsuo ?» Une voix perça sa rêverie. Ce fut son ailier, Takashi, qui s'approcha avec un sourire. L'excitation dans les yeux de Takashi reflétait les propres sentiments de Fuchida, une anticipation partagée qui bourdonnait dans l'air comme de l'électricité. « Plus que prêt, répondit Fuchida, un sourire confiant tirant au coin de sa bouche. Aujourd'hui, nous leur montrons la force de notre détermination. » Alors qu'il se préparait à monter à bord de l'avion, les pensées de Fuchida se tournèrent momentanément vers sa femme, Yoshiko. La veille au soir, ils avaient partagé un moment de tendresse, un adieu doux amer qui restait gravé dans son esprit. Il pouvait encore sentir ses petites mains serrées autour des siennes, son regard chaleureux rempli à la fois de fierté et d'appréhension. « Promets-moi que tu reviendras sain et sauf » avait-elle murmuré, la voix légèrement tremblante. « Je reviendrai, je le promets », lui avait-il assuré, même si une partie de lui reconnaissait le poids de ses mots. Le devoir l'appelait vers le ciel et il connaissait les risques qui les attendaient. Alors qu'il s'installait dans le cockpit, l'odeur du métal poli et de l'essence l'enveloppa, le plongeant dans la réalité de la mission. Le rugissement des moteurs remplissait l'air alors que d'autres pilotes le rejoignaient, leur camaraderie étant une source de réconfort. Pourtant, une pensée lancinante lui vint à l'esprit, l'image de l'expression inquiète de Yoshiko le hantant. « Fuchida !» cria une autre voix, brisant sa concentration. C'était le capitaine Yamamoto, le commandant, avec un ton mêlé d'autorité et d'enthousiasme. « Nous sommes prêts à décoller. N'oubliez pas que c'est notre moment de briller. Pour l'empereur, répéta l'escadron, leur voix s'élevant à l'unisson, un chœur de nationalisme fervent qui résonna profondément dans le cœur de Fuchida. Il prit une profonde inspiration, se préparant pour la mission à venir. D'une simple pression sur les interrupteurs et d'une prise ferme sur les commandes, Fuchida a guidé l'avion sur la piste. Alors qu'il s'élevait dans le ciel, le paysage en contrebas s'est transformé en un patchwork de vert et de brun, un calme magnifique mais trompeur. L'adrénaline le parcourut, un puissant mélange d'excitation et d'effroi. C'était un guerrier, un protecteur de sa nation, et aujourd'hui, il frapperait au cœur de leur ennemi. À mesure qu'il approchait de leur cible, l'atmosphère dans le cockpit changeait. La tension a remplacé l'exaltation, et la réalité de leur mission pesait lourdement sur leurs épaules. La respiration de Fuchida s'accéléra, mais il se força à se concentrer. Ils ont été formés pour cela. La planification méticuleuse, les innombrables heures passées dans le simulateur, tout cela a conduit à ce moment. « Fuchida, tu es entêté » cria Takashi, le ramenant au présent. « Oui, je le vois » répondit Fuchida, sa voix ferme malgré le chaos qui les entourait. En contrebas, la base navale américaine s'étendait comme une ruche, bourdonnant d'activité. Cette vision a alimenté sa détermination. Il ne s'agissait pas simplement d'une attaque, c'était une déclaration de la puissance du Japon, une étape nécessaire pour affirmer sa domination dans le Pacifique. À mes marques, Fuchida aboya, son cœur battant en synchronisation avec les moteurs. 3, 2, 1, maintenant. Le monde a sombré dans le chaos. Le rugissement assourdissant des bombes qui tombaient, les violentes explosions qui illuminaient le ciel et les cris de choc et de peur venant d'en bas créaient une symphonie de destruction. Fuchida ressentit une bouffée d'exaltation alors qu'il exécutait leur assaut, l'adrénaline déferlant dans ses veines. « Regarde ça !» cria Takashi, la crainte se mêlant à la tension dans sa voix. « Nous le faisons réellement. » Le cœur de Fuchida se gonfla de fierté, d'un sentiment de triomphe auquel il avait tant désiré. Chaque explosion ressemblait à une victoire. Chaque cri en dessous consolidait encore davantage la justesse de leur cause. C'était un soldat combattant pour sa nation, pour la gloire de l'empereur. L'exaltation du moment a éclipsé toute idée de doute qui lui traversait l'esprit. Pourtant, alors que le chaos se déroulait en dessous,
Une petite voix murmura en lui. Il se souvenait du visage de Yoshiko, de la façon dont ses yeux brillaient de larmes alors qu'elle lui souhaitait bonne chance. La dichotomie de l'amour et du devoir s'est déroulée dans une danse surréaliste, éclipsée par le rugissement des moteurs et la cacophonie de la guerre. Quelques heures plus tard, alors qu'il retournait à la base aérienne, le frisson de la victoire commença à s'estomper, remplacé par un sentiment troublant de vide. Ils ont été accueillis en héros, leurs camarades célébrant avec des rires bruyants et des acclamations bruyantes, mais Fushida se sentait détaché, comme s'il regardait de loin. « Fuyukada, vous l'avez fait. Vous nous avez menés à la victoire. » Takashi lui donna une tape dans le dos, son enthousiasme contagieux. « Oui, nous l'avons fait, » répondit Fushida, même si sa voix n'avait plus la ferveur qu'il ressentait autrefois. Alors qu'il descendait de l'avion, la chaude lueur du soleil couchant baignait la base aérienne d'une teinte ambrée. Il scruta la foule à la recherche de Yoshiko, son cœur battant la chamade à l'idée de la voir. Lorsque leurs regards se rencontrèrent enfin, un sourire apparut sur son visage, mais il était teinté d'une inquiétude qui transperça son exaltation. « Mitsuo » appela-t-elle en se précipitant vers lui, les bras tendus. Il l'enlaça étroitement, sentant la chaleur de son corps contre le sien, mais la tension dans ses épaules était palpable. « Avez-vous entendu? Nous avons réussi. L'attaque a été un triomphe », s'exclama-t-il, essayant d'insuffler dans ses mots l'excitation qu'il ressentait autrefois. « Oui, j'ai entendu, » répondit Yoshiko, sa voix douce, presque tremblante. « Mais à quel prix ?» Fushida recula légèrement, cherchant sur son visage une compréhension. « Nous avons fait ce que nous devions faire. C'était notre devoir. C'était nécessaire pour notre avenir. »« Nécessaire ?» répéta-t-elle, une pointe de désespoir dans les yeux. « Et les vies perdues? Les familles déchirées? Mitsuo, la victoire a un prix. Pouvons-nous vraiment célébrer alors que tant de personnes souffrent ?» Ces paroles touchèrent une corde sensible en lui. Il avait été tellement consumé par le frisson de la victoire qu'il en avait oublié le coût humain. « Yoshiko, l'Empire a besoin de nous. C'est pour notre peuple, pour notre avenir. Et à quel prix, mon amour ?» implora-t-elle, la voix brisée. Quel genre d'avenir construisons-nous sur les cendres de tant de vies innocentes? Fushida sentit une vague de frustration l'envahir. Vous ne comprenez pas. C'est la guerre. Le sacrifice est nécessaire. Le regard de Yoshiko se fixa sur le sien, inébranlable mais rempli de chagrin. Je comprends plus que tu ne le penses. Je m'inquiète pour toi, pour l'homme que j'aime. S'il vous plaît, ne perdez pas de vue ce qui compte vraiment. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots lui échappèrent. Alors que son appel résonnait dans son esprit, il sentit le poids de son inquiétude peser sur lui. Leur moment de triomphe partagé semblait creux au milieu de la réalité de ses paroles. « Rentrons à la maison » dit-il doucement, le cœur lourd d'émotions contradictoires. Alors qu'il s'éloignait des célébrations, les bruits des réjouissances se sont estompés en arrière-plan, laissant un silence obsédant qui persistait dans l'air. À ce moment-là, Fushida réalisa que la victoire qu'il désirait s'accompagnait d'un fardeau inattendu, qui remettrait en question tout ce qu'il croyait sur le devoir, l'honneur et le véritable coût de la guerre. Mitsuo Fushida était assis dans la salle de briefing faiblement éclairée, l'air chargé de tension tandis que les officiers murmuraient entre eux. La nouvelle du raid d'Oolite était arrivée comme un coup de tonnerre, ébranlant les fondements même de leur croyance en l'invincibilité japonaise. Il pouvait sentir son cœur s'emballer, un sentiment d'incrédulité se mêlant à l'indignation. Les Américains avaient riposté, et les implications de cette frappe étaient aussi profondes que troublantes. C'est un acte tellement lâche, a craché un officier en frappant du poing sur la table. Ils sont désespérés. Ils pensent que cela va nous intimider? Fushida, assis en bout de table, serrait la mâchoire. Désespérés ou pas, ils ont réussi à pénétrer nos défenses. Nous ne pouvons pas sous-estimer leur détermination, a-t-il répondu, la voix ferme, même si intérieurement il était aux prises avec ses propres doutes. Croyez-vous vraiment cela? Défia un autre officier, plissant les yeux vers Fushida. C'est la preuve de leur faiblesse. Ils envoient des bombardiers sans escorte, en s'appuyant sur des tactiques dépassées. Nous n'avons rien à craindre. L'esprit de Fuyukada SM Ballet. Il avait mené l'attaque de Pearl Harbor, une mission qui avait été saluée comme un succès monumental, un coup porté à l'esprit américain. Pourtant, à présent, il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé.
Les Américains n'étaient pas les adversaires vaincus qu'ils croyaient être. Au fur et à mesure que la réunion avançait, les officiers échangeaient des théories et des stratégies, mais Fuchida se sentait détaché des discussions. Il pouvait entendre leur bravade, mais derrière elle se cachait un courant de peur sous-jacent, une peur qu'il ne pouvait ignorer. « Nous devons renforcer nos défenses », a-t-il ajouté. Cet acte montre qu'ils sont prêts à riposter. Nous devons nous préparer à leurs représailles. La pièce devint silencieuse et les yeux se tournèrent vers lui. Préparer ? Pourquoi ? Encore leur aide pathétique ? Se moqua le premier officier. Le regard de Fuchida se durcit. Vous feriez bien d'écouter. Les Américains sont ingénieux. Ils ont peut-être perdu des batailles, mais ils n'ont pas perdu leur volonté de se battre. Leur esprit commence tout juste à s'éveiller. La réunion s'est terminée dans une cacophonie de remarques dédaigneuses, mais Fuchida est resté assis, regardant le mur tandis que les officiers sortaient. La réalité de la guerre commençait à s'installer inconfortablement dans son esprit. Il ne s'agissait plus seulement de gagner ou de perdre, mais du coût humain de leurs actes. Les jours passèrent et Fuchida se retrouva à errer dans les couloirs bondés d'un hôpital militaire, l'odeur stérile de l'antiseptique lui piquant les narines. Il était venu rendre visite aux soldats blessés pour remonter le moral, mais alors qu'il traversait les salles, il a été confronté à des scènes qui lui ont profondément touché le cœur. Les gémissements de douleur résonnaient autour de lui et il se retrouva confronté à des jeunes hommes, à peine plus que des garçons allongés dans des lits, les corps bandés et brisés. Fuchida s'est approché d'un soldat, un adolescent avec un regard vide. « Vous vous êtes battu courageusement », dit Fuchida, forçant un sourire qui lui semblait étranger sur son visage. Le garçon tourna lentement la tête, ses yeux brillants de larmes retenues. « Je ne sais pas si je l'ai fait », murmura-t-il d'une voix rauque. « Je voulais juste rentrer à la maison. » Fuchida déglutit difficilement, les mots du garçon touchant une corde sensible en lui. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, les visages des soldats blessés se brouillant, chacun portant le poids du sacrifice. Il pensait aux familles qui les attendaient, aux rêves qu'il avait faits avant que la guerre ne les entraîne dans ce cauchemar. « Est-ce que tu te sens mieux ?» demanda Fuchida, voulant offrir un semblant d'espoir. « Je ne sais pas, » répondit le soldat, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne sais pas si je serai un jour le même. Ils disent que je pourrais perdre ma jambe. » Le cœur de Fuchida se serra en regardant le membre bandé du garçon. « Tu es un héros, » dit-il, même si les mots semblaient creux. « Vous vous êtes battu pour votre pays, pour nous tous. » Le regard du garçon tomba sur les draps. « Tu importe » murmura-t-il. « Pourquoi nous battons-nous » La question transperça la bravade de Fuchida, résonnant dans les recoins de son esprit longtemps après qu'il ait quitté l'hôpital. Il marchait dans les rues, les bruits trépidants de la vie autour de lui contrastant fortement avec la sombre réalité dont il venait d'être témoin. Les rires des enfants qui jouaient, les bavardages des vendeurs vendant leurs produits, tout cela semblait surréaliste. Cette nuit-là, Fuchida resta allongé dans son lit, regardant le plafond, incapable de chasser les images des blessés de son esprit. Il pensa à Yoshiko et à la façon dont elle avait exprimé ses inquiétudes concernant la guerre. Sa voix résonnait dans ses oreilles, un rappel obsédant du coût de leurs actes. « Est-ce que ça vaut le coup, Mitsuo ?» avait-elle demandé, les yeux remplis d'inquiétude. « Et les familles que nous détruisons, les vies que nous brisons ?» Il l'avait alors repoussé, mais maintenant ses paroles le hantaient. Plus il réfléchissait, plus il sentait en lui une lueur de doute. La guerre n'était pas seulement un concept abstrait, c'était viscéral et réel, affectant des vies d'une manière qu'il n'avait jamais envisagée. Le lendemain, alors qu'il reprenait ses fonctions à la base, les pensées de Fuchida étaient absorbées par les garçons blessés qu'il avait vus. Il ne pouvait pas se concentrer sur les missions à venir. Au lieu de cela, il s'est retrouvé attiré vers les soldats qui se remettaient de leurs blessures. Un après-midi, alors qu'il traversait à nouveau l'hôpital de Fortune, il tomba sur un homme qui avait été capturé lors du raid de Doolittle. Le pilote américain, Jacques, gisait dans un lit avec un bandage autour de la tête, les yeux fermés dans un sommeil agité. Fuchida ressentit une montée de colère à la vue de l'ennemi, mais quelque chose d'autre l'attirait, un sentiment de curiosité. Comme s'il sentait sa présence, Jacques remua et ouvrit les yeux, se concentrant sur Fuchida avec un mélange de confusion et de défi. « Que veux-tu » ?»« Quoi, Estelle ?» La voix grave. Fuchida hésita, sentant le poids du moment. « Je suis venu voir comment tu vas » répondit-il, la voix ferme.
Comme si tu t'en souciais, se moqua Jacques, essayant de s'asseoir. Vous êtes juste là pour vous réjouir. Fuchida secoua la tête, l'hostilité dans le ton de Jacques frappant une corde sensible. Je ne suis pas là pour me réjouir. Je veux comprendre. Jacques fit une pause, son expression s'adoucissant légèrement. Comprenez quoi? Que je ne suis qu'un pion dans cette guerre. Que j'ai une famille qui m'attend à la maison. Lucre de Fuchida Essembala. Vous avez une famille? Bien sûr, dit Jacques, l'amertume s'insinuant dans son ton. J'ai une femme et une petite fille. Ils sont probablement terrifiés et se demandent si je reviendrai un jour. Cet aveu frappa Fuchida comme un coup de poing dans le ventre. Il pensa à Yoshiko et à la vie qu'ils avaient construite ensemble. Il se rendit compte que Jacques n'était pas seulement un pilote ennemi. C'était un père, un mari, un homme avec des rêves et des aspirations. « Quel est ton nom ?» demanda Jacques, regardant Fuchida avec un mélange de suspicion et d'intrigue. « Mitsuo Fuchida » répondit-il, se sentant vulnérable. « J'ai mené l'attaque sur Pearl Harbor. » Les yeux de Jacques s'écarquillèrent et pendant un instant, ils partagèrent une compréhension silencieuse, un pont formé à travers la réalité commune de la perte et du sacrifice. « Pourquoi es-tu ici ?» demanda Jacques, sa voix plus douce maintenant. « Voulez-vous vraiment comprendre ?»« Oui, » admit Fuchida, sentant le poids du moment. « Je veux comprendre pourquoi nous nous battons, pourquoi nous détruisons des vies. Je veux savoir ce que signifie être un soldat dans cette guerre. » Le regard de Jacques scruta le visage de Fuchida, peut-être à la recherche de sincérité. « Ce n'est pas une question de gloire ou d'honneur, vous savez. Il s'agit de survie, de protection de ce que nous aimons. » Fuchida hocha la tête, les mots résonnant au plus profond de lui. « Et si cet amour menait à la destruction? Et si cette guerre nous prenait tout ?» L'expression de Jacques devint sombre alors qu'il fermait les yeux. « Alors nous sommes tous perdus, murmura-t-il. » À ce moment-là, Fuchida sentit un changement en lui-même. L'humanité de son ennemi a commencé à s'infiltrer dans sa conscience, remettant en question tout ce qu'on lui avait appris à croire. La guerre n'était plus seulement une bataille entre nations, c'était une bataille pour l'âme même des individus pris dans sa ligne de mire. En quittant l'hôpital, le cœur de Fuchida était lourd du poids de la compréhension. Il était entré dans l'armée pour se battre pour son pays, mais il se retrouvait désormais à s'interroger sur le coût de cette loyauté. Les visages des soldats blessés et les histoires des familles restées sur place le hantèrent, le forçant à se confronter à la véritable nature du sacrifice en temps de guerre. Dans les jours qui suivirent, Fuchida continua à rendre visite à Jacques, leur conversation devenant plus profonde et plus significative. Chaque rencontre a fait tomber les barrières d'animosité qui définissaient autrefois leur relation. Fuchida a découvert la vie de Jacques, ses rêves et l'amour qu'il portait à sa famille. Jacques, à son tour, commença à voir Fuchida non pas comme un ennemi mais comme un homme aux prises avec le poids de la guerre. Alors que Fuchida était aux prises avec ses sentiments, il réalisa que la guerre n'était pas simplement un choc de nations, mais une tapisserie tissée de fils de vies individuelles, chaque fil contenant sa propre histoire d'amour, de perte et de sacrifice. Cette prise de conscience fut à la fois libératrice et douloureuse, ouvrant la porte à une empathie qu'il n'aurait jamais cru possible. Au milieu du chaos, il commença à entrevoir une lueur d'espoir, l'espoir que la compréhension pourrait peut-être combler le gouffre créé par la guerre, que alors que la guerre s'intensifiait, Mitsuo Fuchida se retrouva à naviguer dans les cieux au-dessus d'un paysage transformé par la destruction. Chaque mission qu'il entreprit portait avec elle le poids de la responsabilité, mais plus important encore, le fardeau de sa propre conscience en évolution. La montée d'adrénaline qui l'excitait autrefois avait commencé à s'atténuer, remplacée par un inconfort lancinant qui s'installait lourdement dans sa poitrine. Lors d'une de ces missions, l'escadron de Fuchida fut chargé d'intercepter un groupe de bombardiers américains qui, selon la rumeur, se dirigeaient vers Tokyo. L'air était chargé de tension alors qu'ils planaient à travers les nuages, le rugissement de leurs moteurs résonnant comme un tambour de guerre. Le cœur de Fuchida battait à tout rompre, mais ce n'était pas seulement le frisson du combat qui accélérait son pouls. C'étaient les souvenirs de Jacques, le pilote américain qu'il avait rencontré lors du raid de Doolittle. Les mots de Jacques résonnaient dans l'esprit de Fuchida, un rappel constant de l'humanité derrière les uniformes ennemis. « Consenator Fuchida » aboya son commandant d'escadron, un homme sévère qui ne supportait guère l'hésitation. « Nous avons un travail à faire. Êtes-vous avec nous ou pas ?» Ses yeux étaient perçants,
traversant le brouillard de l'incertitude de Fushida. « Oui, monsieur » répondit Fushida, forçant une détermination inébranlable dans sa voix. Mais à l'intérieur, il était déchiré. L'image de la famille de Jacques, les regrets discrets dans leurs conversations et les sacrifices qu'ils semblaient tous faire pour une cause plus grande le hantaient. Alors qu'il approchait de leur cible, l'esprit de Fushida s'emballait. Les bombardiers apparurent à l'horizon, leurs silhouettes se dessinant dans la lumière déclinante. L'instinct d'attaque a surgi en lui, alimenté par des années d'entraînement et la ferveur de la loyauté nationale. Pourtant, alors qu'il se rapprochait, Fushida hésita. Sa main plana sur la gâchette et pendant un instant, il se retrouva paralysé par un soudain flot de doute. « Fyokura » cria à nouveau le commandant, sa voix traversant la brume de confusion. « Qu'attendez-vous ? Détruisez-les » Le cœur de Fushida battait à tout rompre dans ses oreilles. « Je ne peux pas » balbutia-t-il, sa voix à peine audible dans le rugissement des moteurs. « Comment ça ? Tu ne peux pas » La voix du commandant était maintenant un grognement sourd, frémissant de colère. « C'est la guerre, Fushida. Nous n'hésitons pas. Nous ne réfléchissons pas. Nous agissons. » Mais l'esprit de Fushida bouillonnait d'images de familles déchirées, d'enfants laissés sans père et de la sombre réalité du coût humain de leurs actes. Les visages des blessés qu'il avait vus dans les hôpitaux occupaient une place importante dans son esprit, leur douleur rappelant de manière obsédante ce qu'il était sur le point d'infliger. « Monsieur, et si nous ne faisions que perpétuer le cycle de la violence ?» La voix de Fushida frémit, un son de défi dans un moment qui exigeait l'obéissance. « Et si ? Assez ?» aboya le commandant, ses yeux se plissant dangereusement. « Vous êtes pilote, pas philosophe. Suivez les ordres. » La tension dans le cockpit devint épaisse, suffisamment palpable pour être coupée avec un couteau. Fushida sentit le poids des attentes de son escadron peser sur lui. Il s'était entraîné pour ce moment, s'était préparé pour la gloire de la victoire, mais maintenant, il ne pensait qu'aux vies qui seraient brisées par leurs actions. Alors que la voix du commandant disparaissait au second plan, le cœur de Fushida s'emballa avec une nouvelle urgence. Il a dû faire un choix, non seulement en tant que pilote, mais en tant que personne. Avec une profonde inspiration, il s'éloigna de la formation, dirigeant son avion vers les nuages. « Fyokura » rugit le commandant, mais Fushida était résolu. Il ne pouvait plus participer à cette destruction. Les bombardiers passèrent sous lui, ignorant la bataille interne qui faisait rage au-dessus. Au moment où il s'est détaché, un sentiment de libération l'a envahi, mêlé à une forte dose de peur. Il avait défié les ordres, mais dans ce défi, il ressentit une lueur d'espoir. Peut-être y avait-il moyen de concilier son devoir avec sa conscience. Rentrer à la maison semblait surréaliste. Le soleil descendit sous l'horizon, projetant une lueur dorée sur le paysage, mais cela ne parvint pas à apaiser l'agitation qui l'habitait. Fushida a fait atterrir son avion et en est sorti, le sol sous lui étant instable, comme s'il marchait sur une corde raide. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Serait-il puni pour son insubordination ? Serait-il traité de lâche ? Lorsqu'il entra chez lui, les images et les sons familiers l'enveloppèrent. Yoshiko était là, comme toujours, les mains occupées à fournir des fournitures aux familles touchées par la guerre. Elle leva les yeux, ses yeux s'éclairant lorsqu'elle le vit, mais ensuite une ombre d'inquiétude traversa son visage. « Mitsuo, tu rentres tôt » nota-t-elle, sa voix empreinte de curiosité. « Est-ce que tout va bien ?» Il hésita, ne sachant pas trop comment répondre. « Oh oui, non, je n'ai pas mené à bien ma mission. » A-t-il finalement admis, les mots s'échappant comme une confession. L'inquiétude de Yoshiko s'est intensifiée. « Ce qui s'est passé ? Avez-vous reçu l'ordre de revenir ?» Fushida prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Je ne pouvais pas le faire, Yoshiko. Je ne pouvais pas les attaquer. Je me suis souvenu de Jacques, des histoires qu'il m'a racontées. » Sa voix tremblait et il luttait pour garder son sang-froid. « J'ai réalisé qu'ils sont comme nous. Ils ont des familles, des rêves. » L'expression de Yoshiko s'adoucit, ses yeux pétillants de compréhension. « Vous luttez contre cette guerre, n'est-ce pas ? On en voit le prix sur les visages des blessés, sur les familles qui souffrent. » Fushida hocha la tête, la gorge serrée. « Je ne sais plus qui je suis, Yoshiko. Est-ce que je sers mon pays ou est-ce que je perpétue simplement la souffrance ?» Yoshiko s'approcha, posant une main sur son bras. « Mitsuo,
Tu t'es toujours battu pour l'honneur et le devoir. Mais honorer, c'est aussi reconnaître l'humanité chez les autres. Vous avez désormais le choix, un choix que beaucoup ne peuvent pas faire. Ces mots résonnèrent en lui, déclenchant quelque chose au plus profond de lui. Alors qu'il la regardait travailler sans relâche pour aider les personnes touchées par la guerre, cette prise de conscience l'a frappé comme un coup de foudre. Le véritable coût de la guerre ne se mesurait pas seulement en victoire ou en territoire gagné, mais aussi en vie irrévocablement transformée par la violence et les pertes. Mitsuo, continua-t-elle doucement, vous avez le pouvoir de changer le récit. Vous pouvez choisir de vous battre pour quelque chose de plus grand que la simple victoire. Il ressentit une vague d'émotion, un mélange de gratitude et de peur. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'un homme. Parfois, une seule voix suffit pour amorcer un changement, a-t-elle répondu, la voix ferme et pleine de conviction. Vous avez vu les conséquences de ce conflit. Vous pouvez partager votre histoire, dénoncer la violence. Vous pouvez être un pont entre nos nations. Fushida la regarda dans les yeux, la détermination qui y régnait allumant une lueur d'espoir en lui. Il était peut-être temps de redéfinir sa loyauté, non pas envers un drapeau ou un empire, mais envers l'humanité partagée qui transcendait les frontières. Il ne pouvait plus rester silencieux, enchaîné par les attentes de son rôle de soldat. La nuit s'étendait, lourde de non-dits et de promesses de changement. Fushida sentait le poids de ses choix peser sur lui, mais parallèlement s'épanouissait un sentiment d'utilité, un désir de tracer une nouvelle voie, une voie qui embrassait la compassion face au conflit. Alors que les étoiles scintillaient au-dessus de lui, il savait qu'il était au bord d'une profonde transformation, une transformation qui remettrait en question tout ce qu'il avait cru sur le devoir, la loyauté et l'essence même de la guerre. Le voyage à venir ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une lueur d'espoir, une faible lumière le guidant vers un avenir où l'humanité triompherait de la haine. Mitsuo Fushida se tenait dans la faible lumière de la salle de briefing exiguë, l'air chargé d'une odeur âcre de sueur et d'anxiété. Son commandant, un homme sévère au regard belliciste, faisait les 100 pas devant les pilotes rassemblés, détaillant avec ferveur la mission à venir. Fushida écoutait, mais son esprit était ailleurs, pris dans un tourbillon de pensées contradictoires. Les visages des hommes qu'il avait perdus, les vies innocentes qu'il avait vues briser, le hantaient comme des fantômes, murmurant des doutes qui rongeaient sa loyauté. Fushida, aboya le commandant, le ramenant brusquement au présent. « Vous reprendrez les devants. Nous avons besoin de votre expérience pour garantir le succès. »« Oui, monsieur, » répondit Fushida, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. Il redressa sa posture, mais le poids de l'attente lui parut étouffant. La mission était cruciale, il devait frapper une cible stratégique profondément en territoire ennemi. Pourtant, alors qu'il regardait la carte disposée devant lui, il ne pouvait s'empêcher de penser que chaque ligne tracée représentait des vies qui seraient irrévocablement modifiées, des gens comme lui, avec des familles, des rêves et des peurs. En quittant la salle de briefing, il se retrouva perdu dans ses pensées, le cœur lourd à l'idée que la guerre n'était plus un jeu de tactique et de gloire. C'était une série de tragédies qui se déroulaient en temps réel. Les visages du pilote américain blessé, Jacques, et des civils qu'il avait rencontrés lors du raid de Doolittle lui vinrent à l'esprit, chacun rappelant l'humanité qu'il avait presque oubliée au milieu du conflit. Quelques heures plus tard, le rugissement des moteurs remplissait l'air alors que Fushida et son escadron décollaient dans le ciel crépusculaire. Le soleil plongeait sous l'horizon, peignant les nuages dans des tons de pourpre et d'or, un contraste saisissant avec l'obscurité qui planait sur le monde déchiré par la guerre en contrebas. Fushida agrippa fermement les commandes de son avion, ses jointures blanches alors qu'il se dirigeait à travers les turbulences de ses propres pensées. Chaque kilomètre parcouru ressemblait à un voyage plus profond dans un abîme moral. « Dardez vos yeux vifs, Fushida », a appelé l'un de ses ailiers à la radio, brisant la brume de sa contemplation. « Nous n'effectuons pas seulement une sortie de routine aujourd'hui. » Fushida hocha la tête, même si les mots étaient à peine enregistrés. Il n'était que trop conscient des enjeux. La mission était à haut risque et un échec pourrait avoir des conséquences désastreuses non seulement pour lui, mais aussi pour ses camarades et leurs familles restées au pays. Pourtant, à ce moment-là, la seule chose à laquelle il pouvait penser étaient les idéaux contradictoires du devoir contre l'humanité. Défendait-il réellement sa patrie ou contribuait-il simplement à un cycle de violence qui ne ferait qu'engendrer encore plus de souffrance? Alors qu'il approchait de leur cible, l'adrénaline monta dans ses veines, noyant momentanément ses doutes.
L'ordre d'engager le combat arriva et Fuchida ressentit la bouffée d'exaltation familière. Il appuya sur la gâchette, libérant un barrage de destruction sur le sol sans méfiance. Pendant un bref instant, il se sentit invincible, annonciateur de la victoire. Mais à mesure que la fumée montait et que les cris des innocents résonnaient dans son esprit, ce sentiment fut remplacé par une profonde culpabilité qui s'installa comme une pierre dans son estomac. La mission a été un succès, mais alors que Fuchida rentrait chez lui, il ne pouvait s'empêcher de se sentir lui-même comme un fantôme hanté par les spectres de ceux qui l'avaient blessé. Le poids de ses actions pesait sur lui sans relâche et il aspirait au réconfort de la compréhension, à un aperçu d'espoir au milieu du désespoir. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans ses quartiers, il reçut la nouvelle qui allait tout changer. Son avion avait été touché lors du raid. Les détails étaient rares, mais les implications étaient claires. Il devait diriger une autre mission, mais cette fois, il était en proie à un lourd pressentiment. La possibilité d'être capturé se profilait, et cette pensée le remplissait d'effroi. Le lendemain, alors que le soleil se levait à l'horizon, Fuchida se préparait pour le vol avec un sentiment d'appréhension. Son cœur s'emballa alors qu'il décollait, le rugissement des moteurs noyant ses pensées qui s'emballaient. Il se concentra sur la tâche à accomplir, chassant le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Pendant la mission, le chaos a éclaté. L'avion de Fuchida a été heurté et les alarmes ont retenti alors que le cockpit se remplissait de fumée. Il luttait pour garder le contrôle, l'adrénaline coulant dans ses veines. Il luttait contre la panique qui montait en lui, son entraînement reprenant alors qu'il scrutait le paysage en contrebas à la recherche d'un endroit où atterrir. La prise de conscience qu'il était seul et vulnérable l'envahit, le remplissant d'un sentiment de désespoir. Avec une secousse, l'avion a heurté le sol, s'arrêtant en dérapage dans ce qui semblait être un territoire ennemi. Fuchida sortit de l'épave, le cœur battant dans sa poitrine. Le monde autour de lui était étrangement silencieux, un contraste saisissant avec le chaos auquel il venait d'échapper. Il évalua rapidement son environnement, à la recherche de tout signe de danger. Puis il les vit, un groupe de civils, les visages marqués par la peur et l'incertitude. Ses instincts lui criaient de courir, de se cacher, de se protéger à tout prix. Pourtant, alors qu'il s'approchait prudemment, il sentit une vague inattendue de compassion l'envahir. Ce n'était pas l'ennemi pour lequel il avait été entraîné à voir, c'étaient des gens, tout comme lui. « S'il vous plaît, nous ne voulons aucun mal », a déclaré l'une des femmes, la voix tremblante. « Nous avons vu votre avion s'écraser. Êtes-vous blessé ?» Fuchida hésita, le cœur déchiré entre l'instinct de fuite et le désir de connexion. « Je vais bien, » répondit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Mais je dois retourner auprès de mon peuple. »« Nous pouvons vous aider, » dit un autre homme, s'avançant avec un air déterminé. « Vous n'êtes pas obligé d'être seul dans cette situation. » Leur gentillesse le frappa profondément, pénétrant l'armure qu'il avait construite autour de son cœur. Alors qu'il le conduisait vers un abri caché, Fuchida était aux prises avec un tumulte d'émotions. C'étaient des gens qui avaient toutes les raisons de le haïr, de le considérer comme une menace, et pourtant il lui offrait un refuge. C'était une gentillesse à laquelle il ne s'attendait pas, et elle ébranla les fondements même de ses convictions. Tout au long de la nuit, ils ont partagé des histoires, des rires et de la nourriture, rompant le pain d'une manière profondément humaine. Fuchida a découvert leur vie, leur lutte et leurs espoirs pour l'avenir. Ils n'étaient pas seulement des victimes de la guerre, c'étaient des rêveurs, des individus luttant pour une vie de paix et de sécurité. Leurs rêves reflétaient les siens d'une manière qu'ils n'avaient pas imaginée, et pour la première fois, il commença à voir la guerre sous un angle différent. À l'aube, Fuchida savait qu'il devait partir. La peur d'être capturé était toujours présente, mais il se sentait transformé par la compassion qu'il avait éprouvée. Il serra étroitement les civils dans ses bras, la gratitude gonflant dans sa poitrine. « Merci, » dit-il, la voix pleine d'émotion. « Vous m'avez fait preuve de plus de gentillesse que je n'aurais pu l'imaginer. Je ne t'oublierai pas. » Avec un sentiment d'utilité renouvelé, il est retourné au Japon. Le voyage était différent cette fois-ci. Il n'était plus seulement un soldat revenant du combat, mais un homme qui avait rencontré le cœur de l'humanité au milieu du chaos de la guerre. À son retour, Fuchida se heurte à l'indifférence des supérieurs militaires, absorbés par la planification de la prochaine offensive. Mais à mesure qu'il écoutait leurs discussions, il se sentait de plus en plus aliéné.
Leurs ambitions semblaient creuses, dépourvues de la profondeur et du sens qu'il avait découvert dans les visages de ces civils. La guerre n'était pas seulement une série de mouvements stratégiques, c'était une tapisserie de vies tissées ensemble dans une lutte commune pour la paix. Fuchida se tenait là, un observateur silencieux, luttant pour comprendre que le véritable coût de la guerre ne se limitait pas aux territoires gagnés ou perdus. Cela se mesurait aux cœurs brisés, aux familles brisées, aux rêves éteints. Le poids de ces expériences pesait sur lui et il savait qu'il ne pouvait plus rester un participant passif dans ce cycle de violence. En quittant la réunion, il sentit une lueur de détermination s'enflammer en lui. Il chercherait un moyen de combler le fossé, de plaider en faveur de la compréhension et de la compassion dans un monde si souvent rongé par la haine. La prise de conscience que l'Amérique commençait tout juste à se battre, à rêver, à espérer, résonna en lui. C'était un appel à l'action, un rappel que la guerre n'était pas seulement une question de bataille menée dans les cieux, mais aussi de bataille menée dans le cœur des hommes. Et alors que Michio Fuchida s'éloignait du quartier général militaire, il sentit le poids de ses choix peser sur lui. Mais cela ne ressemblait plus à un fardeau. C'était comme une chance de redéfinir la loyauté, d'embrasser l'humanité et de rechercher un monde meilleur au milieu des cendres de la dévastation. Michio Fuchida était assis à son bureau, la faible lumière de la pièce projetant des ombres sur les papiers éparpillés autour de lui. Le poids du silence l'enveloppa, écrasant mais étrangement réconfortant. Il était aux prises avec ses pensées, les émotions tourbillonnant comme une tempête en lui. Nuit après nuit, il se retrouvait hanté par les souvenirs de la guerre, les cris des blessés, les cris des familles déchirées, les visages de ceux qu'il avait perdus. Il prit un stylo, l'encre coulant comme un moyen de libérer son angoisse refoulée. « Cher Jacques », commença-t-il, hésitant alors qu'il essayait d'articuler le tumulte en lui. « Je ne sais pas si vous lirez ceci un jour, mais je me sens obligé d'écrire. » Sa main tremblait légèrement, reflet de la tourmente dans son cœur. Je ne peux pas me débarrasser des images de la destruction que nous avons causée. Je me demande si tu penses à moi comme je pense à toi. L'homme que j'étais avant cette guerre ressemble à un fantôme, à l'ombre de quelqu'un que je ne reconnais plus. Il fit une pause, l'encre masquant la page alors qu'il luttait pour trouver les mots justes. Chaque lettre est devenue une libération cathartique, une façon de partager des sentiments qu'il ne pouvait pas exprimer à haute voix. Vous souvenez-vous des rêves que nous faisions tous les deux? Avant les avions, avant les bombes, nous n'étions que de jeunes hommes pleins d'espoir et d'ambition. Il laissa échapper un souffle tremblant, le poids de la nostalgie tirant sur sa corde sensible. Fuchida repensa au rire de Jacques, à la manière dont il résonnait dans l'enceinte stérile de l'hôpital où il avait rencontré pour la première fois le pilote américain. Leur conversation avait été chargée d'une entente tacite, d'une reconnaissance partagée de l'absurdité de leur situation. J'aimerais pouvoir vous dire que je crois toujours au bien fondé de notre cause, mais chaque jour apporte une nouvelle vague de doute, a-t-il écrit, l'encre maculant légèrement à mesure qu'il appuyait plus fort sur le papier. Je me retrouve à tout remettre en question, la loyauté que j'ai ressentie autrefois, l'honneur que je croyais inhérent à mon devoir. Il posa le stylo, regardant au loin tandis que des visions de dévastation l'envahissaient. Hiroshima, Nagasaki, les innombrables vies perdues au nom de la guerre. Les chiffres le hantaient, mais ce sont les visages, les histoires personnelles derrière ces chiffres qui pesaient lourdement sur sa conscience. « Que avons-nous fait » murmura-t-il à la pièce vide, le silence faisant écho à son désespoir. À ce moment-là, la porte s'ouvrit en grinçant et Yoshiko entra, sa présence étant un doux baume à son agitation. « Mitsuo » dit-elle doucement, l'inquiétude gravée sur son visage. « Vous avez encore écrit. Est-ce à propos de lui ?» Il leva les yeux, croisant son regard. Il fut un temps où il aurait ignoré ses demandes, insistant sur le fait que ses pensées étaient les siennes seules. Mais maintenant, il sentait un changement en lui, un désir de partager ses fardeaux. « Oui, c'est Jacques, admit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il fait désormais partie de ma conscience. Je ne pensais pas qu'il était possible de se sentir autant connecté à quelqu'un de l'autre côté de ce conflit. » Le front de Yoshiko se plissa et elle se rapprocha, ses yeux cherchant les siens. « Tu dois faire attention, Michio. Le gouvernement regarde. Il ne comprendrait pas. Compris quoi ?» répondit-il, une pointe de frustration s'insinuant dans son ton. « Que je suis aux prises avec les conséquences de nos actions. Que je peux voir l'humanité chez mon ennemi. » Il fit une pause,
réalisant que peut-être il ne se disputait pas seulement avec elle mais avec lui-même. Je ne sais pas si je peux continuer ainsi. La guerre nous prend tout. Et pourquoi? L'expression de Yoshiko s'adoucit et elle tendit la main. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Je le ressens aussi. La douleur, la perte, c'est étouffant. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle continuait. J'ai été témoin de la dévastation. Les familles brisées par cette guerre, les enfants laissés sans parents. Cela me brise le cœur. Fushida lui serra la main, reconnaissante de sa compréhension. Je veux croire que nous nous battons pour quelque chose de noble, mais chaque jour, cela ressemble davantage à une farce. Le raid d'Oolite, les attentats à la bombe, tout devient incontrôlable. Nous nous perdons. Yoshiko hocha la tête, ses yeux brillants de larmes retenues. Et si nous pouvions trouver un moyen d'aider les autres, de plaider en faveur de la paix plutôt que de la guerre? J'ai entendu des rumeurs de groupes de résistance, de gens qui veulent mettre fin à cette folie. Résistance? Fushida a fait écho. Le concept à la fois passionnant et terrifiant. Tu te mettrais en danger pour ça? Quoi qu'il en soit, nous sommes en danger, a-t-elle répondu avec férocité. Chaque jour que nous respirons nous rappelle que nous en sommes complices. Je veux me battre pour un monde où les familles peuvent être ensemble sans que la menace de guerre ne pèse sur elles. Le cœur de Fushida s'emballa à ces mots. Il avait autrefois cru que la loyauté signifiait une obéissance inconditionnelle à ses supérieurs, mais il se demandait désormais si la véritable loyauté résidait dans la protection des innocents, même si cela impliquait de se tenir à contre-courant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il finalement, relâchant sa main à contre-cœur. Yoshiko hocha la tête, comprenant le poids de sa décision. « N'oubliez pas, Mitsuo, que vous n'êtes pas seul. Nous sommes dans le même bateau. » Les journées se transformaient en un flou d'activités, chaque instant alourdi par le poids des décisions imminentes. Fushida a continué à écrire, mettant tout son cœur dans des lettres qui ne seraient jamais envoyées. Il écrivit des pensées sur la guerre, sur Jacques, sur les rêves qui lui semblaient désormais être des souvenirs lointains. Il commença à imaginer un avenir où la plume remplacerait l'épée, où le dialogue triompherait de la destruction. Puis vint la nouvelle qui brisa le semblant de paix qu'il avait réussi à trouver. Les reportages sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki ont inondé les ondes, et Fushida a eu l'impression que le sol sous lui avait cédé. Il a vu la dévastation se dérouler à travers les yeux des personnes touchées, leur vie étant irrévocablement modifiée. « Cela ne peut pas être le prix de la victoire, murmura-t-il, le cœur lourd d'incrédulité. Yoshiko le retrouva, le visage pâle alors qu'elle absorbait l'ampleur de la tragédie. « C'est pire que ce que nous pensions, dit-elle, la voix tremblante. Ils disent que c'est nécessaire, mais cela semble tellement faux. » Fushida sentit un nœud se serrer dans son ventre. Comment peuvent-ils justifier cela? Des vies innocentes, tout cela pour un sentiment de pouvoir erroné. Il est peut-être temps que nous prenions position. Mitsuo, insista-t-elle, les yeux remplis de détermination. Si nous ne parlons pas maintenant, quand le ferons-nous? Parler contre quoi? Demanda-t-il, la frustration bouillonnant en lui. Contre notre propre gouvernement? Contre une guerre dont on nous dit qu'elle est juste? Oui, si nous ne le faisons pas, nous sommes complices de cette folie, a-t-elle insisté. Vous avez une voix. Tu étais un héros, Mitsuo. Vous pouvez redevenir un héros, mais cette fois pour la paix. Fushida la regarda, la passion dans ses mots allumant quelque chose au plus profond de lui. Peut-être qu'elle avait raison. Le plus grand acte de bravoure n'a peut-être pas eu lieu dans les airs mais sur terre, dans le cœur de ceux qui ont osé rêver d'un monde sans guerre. Il sentait le poids de ses choix peser sur lui, un fardeau qui pouvait soit l'écraser, soit le libérer. Et puis, comme si l'univers s'était aligné pour offrir une lueur d'espoir, Fushida reçut une lettre de Jacques. La livraison inattendue est intervenue via la Croix-Rouge, un lien tissé dans les incendies du conflit. Les mains tremblantes, il ouvrit l'enveloppe, l'écriture familière apportant une vague d'émotion. « Cher Mitsuo, commenka-t-il? J'espère que cette lettre vous trouvera bien. C'est étrange de penser que nous correspondons de cette façon, mais je trouve du réconfort en partageant mes pensées avec vous. » Le cœur de Fushida s'emballa alors qu'il poursuivait sa lecture, les mots de Jacques tissant un récit de lutte, d'espoir et d'un désir inébranlable de paix. « J'ai vu des choses que je ne peux pas ignorer », a écrit Jacques. « Ma famille me manque tous les jours et je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'ils pensent de cette guerre.
J'espère qu'un jour nous pourrons tous nous asseoir ensemble et parler de ce que signifie se sacrifier pour nos proches sans que l'ombre d'un conflit ne pèse sur nous. » Les yeux de Fuchida se remplirent de larmes, la connexion entre eux s'approfondissant à chaque ligne. « Tu n'es pas seulement un ennemi pour moi, Jacques, murmura-t-il, submergé par cette prise de conscience. Tu es un frère dans ce combat pour l'humanité. » Alors qu'il terminait la lettre, il savait que sa détermination commençait à s'effriter. Il ne pouvait plus revenir à l'homme qu'il était avant la guerre, mais peut-être pourrait-il tracer une nouvelle voie, une voie qui mènerait à la compréhension, à la compassion et, finalement, à la paix. Le poids du silence commença à se dissiper, remplacé par la promesse d'un avenir encore non écrit. À ce moment-là, alors que le soleil descendait sous l'horizon et peignait le ciel de teintes orange et rose, Fuchida comprit que le voyage à venir ne serait pas facile. Mais avec le soutien de Yoshiko et le lien qu'il partageait avec Jacques, il sentit une lueur d'espoir s'enflammer en lui. La guerre lui avait coûté beaucoup de choses, mais elle lui avait également ouvert les yeux sur la possibilité d'un monde où l'humanité triompherait des conflits. Et pour la première fois depuis longtemps, il a osé croire que le changement était possible. Mitsuo Fuchida se tenait au bord d'un précipice, à la fois littéralement et métaphoriquement. La guerre avait atteint son paroxysme, avec des milliers de vies en jeu des deux côtés. Dans la faible lumière de l'aube, il pouvait sentir le poids de l'attente peser sur lui alors qu'il se préparait pour ce qui était présenté comme une offensive finale. L'air était chargé de tension et le grondement lointain des moteurs résonnait comme un battement de cœur, palpitant au rythme d'un conflit imminent. Cette nuit-là, Fuchida fit un rêve très vivant qui s'accrochait à lui comme une ombre. Il s'est retrouvé dans une cour ensoleillée, en train de regarder une famille jouer. Une mère tenait son enfant contre elle, son rire résonnant comme une musique tandis que le père lançait une balle en l'air. Ses visages, si pleins de vie et de joie, étaient terriblement familiers. Ils appartenaient à Jacques, le pilote américain qu'il avait rencontré lors de sa captivité. Le rêve lui paraissait si réel qu'il pouvait presque sentir l'herbe fraîchement coupée et entendre le doux brunissement des feuilles, mais le bonheur était teinté d'une tristesse sous-jacente. Il se réveilla en sursaut, la sueur perlant sur son front, alors que la réalité de sa vie revenait en force. Il s'assit dans son lit, le cœur battant, l'esprit un tourbillon de pensées. La famille de Jacques représentait tout ce qui était en jeu. Le rêve l'avait réveillé en sursaut, le forçant à affronter l'abîme moral dans lequel il se trouvait. Quel était le sens de la loyauté lorsqu'elle conduisait à la mort et à la destruction? Quel était le prix de l'honneur lorsqu'il s'agissait de se battre contre des hommes comme Jacques, qui n'étaient pas si différents de lui? Alors qu'il se préparait pour la mission, Fuchida sentit une étrange détermination grandir en lui. Le bruit de l'aérodrome animé s'estompa au second plan alors qu'il enfilait sa combinaison de vol, ses pensées consumées par les visages des familles japonaises et américaines qui porteraient les cicatrices de la guerre. Le soleil commença à se lever, projetant des rayons dorés sur le tarmac, illuminant les avions qui attendaient leurs ordres. Il monta dans le cockpit, l'environnement familier procurant une sensation de confort éphémère. Mais cette fois, c'était différent. Son chef d'escadron, un homme costaud à la présence imposante, s'approcha de lui, le sortant de sa rêverie. « Fuchida, êtes-vous prêt pour la mission? Nous avons besoin de vous pour nous mener à la victoire. » Il y avait une ferveur dans sa voix, une attente que Fuchida ne pouvait plus pleinement embrasser. « Oui, je suis prêt », répondit Fuchida, même si les mots semblaient creux dans sa bouche. Il pouvait voir l'empressement dans les yeux de ses collègues pilotes, un empressement aveugle qui le troublait. C'était une ferveur qu'il partageait autrefois, mais maintenant c'était comme une chaîne qui le liait à un chemin qu'il ne souhaitait plus emprunter. Alors qu'il s'envolait dans le ciel, le monde d'en bas s'est transformé en un patchwork de vert et de brun, une perspective qui offrait un sentiment éphémère de détachement par rapport à la violence d'en bas. Mais à mesure qu'il s'élevait, le poids de sa décision se profilait comme un nuage d'orage. L'approche de leur cible approchait et l'adrénaline coulait dans ses veines, le poussant à accomplir la mission. Pourtant, à mesure qu'il approchait des coordonnées, la détermination de Fuchida commença à se briser. Les visages de la famille de Jacques dansaient dans son esprit et il imaginait la destruction qui suivrait inévitablement leur attaque. « Fuchida, qu'est-ce que tu attends? Plonger ?» aboya son commandant à la radio, le ramenant à la réalité. L'urgence dans sa voix brisa le brouillard de l'incertitude. Les mains de Fuchida tremblaient sur les commandes, une guerre civile faisant rage en lui. Devoir ou conscience? Honneur ou humanité? À ce moment-là, la clarté transperça le chaos.
Il a réalisé qu'il ne pouvait plus faire partie de ce cycle de violence. Avec une profonde inspiration, il tira sur le manche, éloignant l'avion de la cible. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais de l'élan exaltant du défi. « Fukuda, que fais-tu » cria son commandant, la surprise évidente dans sa voix. « Je me détourne. Je ne peux pas faire ça, » répondit Fuchida, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. Il a pris une décision en une fraction de seconde, diffusant un message sur les ondes. « Voici le capitaine Mitsuo Fukuda. J'exhorte mes collègues pilotes à reconsidérer notre cap. Nous ne devons pas sacrifier davantage de vies dans cette guerre insensée. La paix est la seule voie à suivre. » Le monde semblait retenir son souffle alors que ces paroles résonnaient sur la fréquence. Pendant un instant, le silence enveloppa les ondes avant que le chaos n'éclate. Les chefs de son escadron se sont empressés de comprendre son acte de défi, tandis que le cœur de Fuchida battait à tout rompre avec la peur de ce qui allait suivre. Ferait-il marche arrière? L'aurait-il abattu? Pourtant, alors qu'il planait dans le ciel, un sentiment de libération l'envahit. Il n'était plus un simple instrument de guerre, il avait récupéré son humanité. Les avions autour de lui hésitaient, et dans ce moment d'incertitude, Fuchida ressentit un lien avec ses collègues pilotes qui transcendaient les limites du devoir. C'étaient tous des jeunes hommes, aux prises avec les réalités d'une guerre qui semblait sans fin. De retour au sol, une onde de choc se propagea dans le centre de commandement. Les rapports affluent, tous plus incrédules les uns que les autres. Fukuda refused the S-Engager. Il diffuse un message de paix. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, déclenchant une tempête de débats parmi les chefs militaires. Pendant ce temps, le cœur de Fuchida s'emballait alors qu'il dirigeait son avion vers une zone d'atterrissage sûre. Il avait du mal à croire ce qu'il avait fait, mais une lueur d'espoir s'enflamma en lui. Peut-être que cet acte de défi pourrait déclencher un changement, un effet d'entraînement qui s'étendrait bien au-delà du ciel. Alors qu'il atterrissait, il a été accueilli par un mélange d'incrédulité et d'admiration de la part de ses collègues pilotes. Le poids de leurs attentes était lourd, mais ils ne s'en sentaient plus accablés. Au lieu de cela, ils se sentaient libres. Les chaînes d'une loyauté aveugle avaient finalement brisé, laissant derrière lui la promesse de quelque chose de mieux. Au lendemain de sa décision, Fuchida rentra chez lui, où il trouva Yoshiko qui l'attendait avec impatience. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de soulagement alors qu'elle se précipitait pour l'embrasser. « Mitsuo, j'étais tellement inquiète. J'ai entendu parler de ce que tu as fait. Vous vous êtes prononcé contre la guerre? » « Oui, » admit-il en la rapprochant. « C'était la seule chose que je pouvais faire. J'ai réalisé que la vraie loyauté ne réside pas dans l'obéissance aveugle. Il s'agit de rechercher un monde meilleur. » Les larmes brillèrent dans les yeux de Yoshiko, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de peur ou de chagrin. C'étaient des larmes de compréhension, de détermination partagée. « J'ai travaillé avec des groupes de résistance, a-t-elle avoué, la voix tremblante. Nous militons pour la paix, pour mettre fin à cette folie. » À ce moment-là, leurs chemins convergèrent, leurs cœurs battant à l'unisson. Fuchida réalisa que leur amour avait toujours été enraciné dans le même désir d'un avenir meilleur, où les familles pourraient jouer ensemble sans craindre la guerre. Ils étaient unis, deux âmes liées dans leur quête de paix, prêts à défier le monde ensemble. Au fur et à mesure qu'ils l'acceptaient, le poids de leur choix est devenu à la fois un fardeau et une libération, un témoignage de leur résilience. Face au désespoir, ils ont trouvé l'espoir, un espoir qui transcendait les frontières, un espoir qui parlait d'une humanité partagée au milieu du chaos de la guerre. À ce moment intime, Fuchida a compris que la bataille pour la paix ne faisait que commencer et qu'ensemble, ils traceraient la voie vers un avenir exempt des horreurs des conflits. Le voyage à venir serait sans aucun doute semé d'embûches, mais il n'était plus seul. Il s'était connu et, armé d'amour et de compréhension, il s'efforcerait de faire la différence. Le monde avait vu Fuchida prendre position, et il était désormais temps de bâtir un héritage de compassion qui trouverait un écho bien au-delà des champs de bataille.